Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode du podcast du guide des backpackers dédié à l'Australie. Parce qu'on est tous le guide de quelqu'un, nous avons décidé de laisser la parole à celles et ceux qui sont prêts à partager leur expérience pour faire de votre séjour en PVT une réussite. À travers ces épisodes, vous découvrirez le parcours de voyageurs, mais aussi des informations pratiques pour préparer votre aventure, trouver un job ou encore dénicher les meilleurs spots à visiter. Alors bonne écoute, et surtout bienvenue à bord de cette magnifique fabrique à souvenirs qu'est l'Australie. Bonjour à tous, on est avec Marie aujourd'hui. Marie, c'est un peu rigolo cette histoire parce que c'est la petite sœur d'une amie à moi que j'avais rencontrée à Paris il y a 7 ans, on travaillait ensemble. Et cette amie m'a envoyé un petit message en me disant « Bah tiens, Marie arrive à Melbourne en PVT, comme toi ». Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est retrouvés sur le rooftop bar de Melbourne, je crois. C'est ça. Ouais. 2 jours après mon arrivée, je crois. Ça, t'étais encore bien en jet lag. Ouais. Donc aujourd'hui, on est à Sydney, plus du tout à Melbourne. On a bien vagabondé toutes les deux, chacune de notre côté. Et bienvenue dans ma chambre. Ouais, merci de m'inviter dans ton humble demeure. C'est magnifique. Il pleut dehors. On a fermé les rideaux. On a mis un matelas. On a mis un matelas sur la fenêtre pour pas entendre trop les bruits extérieurs de la pluie. C'est super. Aujourd'hui, tu vas nous raconter un petit peu, toi, ce qui t'est arrivé ces derniers mois. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors moi, j'ai 24 ans. Je viens donc de France. Je suis née à Nantes. Je suis dans le tourisme. Je travaillais à Marseille avant de partir et j'ai décidé de démissionner et de partir en Australie un peu sur un coup de tête. Je suis arrivée en Australie tout début novembre. Pour l'été 2022, génial. Exactement, pour le début de l'été. Je suis arrivée à Melbourne directement et je suis restée quelques mois à Melbourne. T'es arrivée toute seule, ouais. Je suis arrivée toute seule. Je suis restée 1 mois et demi. Je suis partie un petit peu ensuite à l'étranger. Je suis revenue à nouveau à Melbourne. J'ai fait un road trip donc entre Melbourne et Sydney. Et là, ça fait quelques semaines que je suis à Sydney. Et que tu as hâte de partir. Et que j'ai très hâte de repartir sur la route, ouais. Et du coup, comment ça se passe pour toi, l'expérience en Australie pour l'instant ? C'était pas trop dur d'arriver toute seule ? T'as rencontré des gens facilement, via les auberges ? Je dirais quand même, de manière générale, c'est une super expérience. Même à mon arrivée, dès le 2e jour, je sais que parfois c'est difficile pour certaines personnes, surtout quand on arrive seul. Mais moi, vraiment, c'était une expérience top du début, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Pas évident d'arriver seule, c'est sûr. T'as forcément des petits coups de blues à certains moments. Mais je trouve que l'Australie, c'est un peu fait pour les backpackers qui voyagent seuls. On rencontre très très vite beaucoup de monde dans les hostels et on se sent en fait assez rapidement finalement accompagné et plus seul. Donc c'était assez facile pour moi, même si j'avais des doutes avant de venir. Forcément, voyager seul quand on connaît pas, c'est pas facile, mais ça se passe très bien et de manière générale, je suis vraiment contente de mes 5 premiers mois ici. Et du coup, t'as rencontré beaucoup de gens en auberge de jeunesse à Melbourne. Tu t'es fait un bon petit groupe d'amis. Et puis, tu m'as raconté, et c'est ça que j'aimerais que tu racontes un petit peu aux auditeurs du guide des backpackers, c'est que tu as rencontré des Français, notamment, un Néerlandais aussi. Et puis, vous êtes tous mis d'accord. Vous avez dit, tiens, on va prendre la route et puis on va faire un gros road trip tous ensemble. Exactement. Du coup, comme t'as dit, j'ai rencontré très vite beaucoup de monde dans toutes les auberges que j'ai fait. À Melbourne. Et en fait, dès la, je pense, 2e ou 3e semaine, j'ai rencontré un groupe de Français qui étaient déjà un petit peu formés. Eux, ça faisait 1 semaine qu'ils étaient dans cet hostel. Donc, c'était, je dirais, 4 Français. En même temps, en fait, quand je les ai rencontrés, il y a un Néerlandais qui arrivait à l'hostel et on s'est très bien entendu. Et en fait, je suis restée 2 semaines avec eux à l'hostel, on a bien sympathisé. 2 semaines, ça peut paraître court, mais en Australie, finalement, c'est très long. Les amitiés, en fait, vont très vite. Il y a des liens qui se créent qui sont assez forts, assez rapidement. Et donc, comme je disais, je suis partie à l'étranger pour les vacances de Noël quelques semaines. Et en fait, pendant que j'étais à l'étranger, j'ai reçu un appel d'un des Français que j'avais rencontré donc à Melbourne, qui m'a dit que lui, il avait un projet de road trip assez long, sur plusieurs mois, pour remonter sur la côte Est. Il m'a demandé si j'étais partante. Et j'ai hésité, je pense, à peu près 2 secondes, et je lui ai dit que j'étais partante. Parce que pour moi, c'était un peu l'expérience à vivre en arrivant en Australie, de partir en road trip. Tout de suite, ouais. Tout de suite. Le but, c'est de rencontrer des gens, évidemment, avant de partir. Et je pensais que ce serait difficile, mais finalement, on m'a proposé. J'ai dit oui direct, et je savais que ça se passerait plutôt bien avec ce groupe. Donc voilà, il m'a proposé, j'ai dit oui, et quand je suis revenue à Melbourne, on a mis ça en place. Donc forcément, les détails administratifs, de voiture, etc. à gérer. Mais oui, ça s'est mis en place assez rapidement. On est parti quelques semaines à peine après mon retour à Melbourne.
Et comment vous vous êtes organisés du coup? Parce que vous êtes partis à 7, c'est ça? Exactement, donc en tout on était 7. Donc il a fallu acheter les voitures, comment ça s'est mis en place? C'est ça, donc on a réfléchi finalement à la meilleure façon de s'organiser avec un groupe de 7 pour partir, parce qu'il y a quand même beaucoup de façons différentes. On peut partir sur un van ou plusieurs vans et être assez nombreux dans chaque voiture. On peut décider de tous avoir une voiture, donc faut vraiment beaucoup de discussions pour s'organiser, etc. Nous, ce qu'on a décidé de faire à 7, c'est de faire des duos et d'acheter une voiture par duo à peu près. Donc 3 duos qui avaient une voiture chacun et une personne seule avec une voiture. Donc en tout, on était 4 voitures. On a cherché des voitures d'occasion à Melbourne. C'était pas trop compliqué, parce que ça a été un peu la crise à un moment donné des voitures. Tout le monde voulait en acheter, les prix étaient assez fous. C'était pas évident dans le sens où il y a beaucoup d'annonces et sur Facebook Marketplace par exemple, c'est pas forcément facile d'avoir des réponses rapides. Mais finalement, on a tous mis à peu près 2 semaines à acheter nos voitures, donc ça s'est fait quand même assez vite pour un groupe de 7. Donc le but, comme je disais, c'était d'être 2 par voiture, parce qu'il nous fallait de la place à l'arrière pour tout l'équipement de camping. Donc en fait, quand on est plus que 2, c'est pas évident, notamment pour les personnes qui dorment dans leur voiture, parce qu'il faut de la place derrière pour un matelas. Oui, c'est exactement mon cas. Ce qui est ton cas. Donc en fait, 2, c'est vraiment le nombre parfait, parce qu'on peut diviser les frais par 2. Et en même temps, ça laisse de la place à l'arrière pour l'équipement ou le matelas. Si les besoin. Valises, les sacs à dos et compagnie. Exactement. Et comment ça s'est fait de se mettre 2 par 2? Vous avez choisi un peu par rapport à vos affinités chacun ou? C'est ça. Ça devait pas être Je t'en parlerai dans la suite. C'est pas évident et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut... il faut y réfléchir longtemps, parce qu'être seul avec quelqu'un dans une voiture et tout le long d'un road trip, forcément, c'est beaucoup... faut faire beaucoup de compromis, donc faut vraiment être sûr que ça marche. Nous, oui, on a fait en fonction de nos personnalités. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas le permis de conduire. C'est important de le dire. Donc, tu as acheté une voiture en Australie sans permis, donc tu étais un peu dépendante, effectivement, de la conductrice qui était ton amie à ce moment-là. C'est ça, en fait, moi, j'avais pas le choix, il fallait que je sois avec quelqu'un de toute façon, et cette personne-là, donc, qui était mon amie à Melbourne, acceptait d'être la seule conductrice. C'était parfait pour nous, on s'entendait très bien, donc ça roulait. Et les autres groupes sont formés assez facilement, donc il y avait un couple de Français. Ouais. Eux, forcément, ils étaient ensemble. Et il y avait également donc 2 autres Français, 2 garçons qui avaient un peu le même rêve, c'est-à-dire d'acheter une grosse Jeep. Mauvaise idée. Construire beaucoup de choses à l'intérieur pour s'organiser. Donc ça s'est fait assez facilement finalement, les duos. On n'a pas réfléchi très longtemps. Peut-être qu'on aurait dû réfléchir un peu plus longtemps. Et vous avez décidé de faire quel itinéraire? Parce que bon, toute la côte Est, en combien de temps? Comment vous vous êtes organisé pour est-ce que vous arrêtiez dans des free camps, dans des campings, dans des hostels? Alors, le but, effectivement, c'était de faire toute la côte Est, donc de Melbourne à Cairns, potentiellement peut-être Darwin, même si c'est pas sûr, ça va dépendre du temps qu'on a. Et le rêve, un petit peu, si on a encore du temps à la fin, c'est de descendre jusqu'à Alice Springs pour voir Uluru en voiture. Oui. Ça, on va voir comment ça se passe. Mais nous, notre but, c'était de prendre notre temps pour profiter de chaque endroit et surtout pour travailler sur la route. On a tous un budget assez limité, surtout après l'achat d'une voiture. Et donc le but, c'était de s'arrêter plusieurs fois en cours de route, travailler quelques semaines et repartir. Par rapport au campement, on a une application qui s'appelle Wikicamp, qui est payante. $9 l'année, ça va. Oui, c'est pas très très cher et on s'en sert, c'est vraiment c'est très important. Tous les jours, on passe une demi-heure sur Wikicamp parce que ça répertorie vraiment énormément de campements, les payants et les gratuits. Donc nous, c'est ce qu'on a fait et donc on a quasiment fait uniquement des campements gratuits, avec en général des toilettes sèches, pas de douche, pas d'électricité. La vraie aventure. Et pas d'eau courante. Mais c'est gratuit. En général, c'est très proche d'une plage, de la mer. Donc tu peux te doucher dans l'eau. L'eau salée est très bonne pour le corps. Exactement. C'est comme ça qu'on se douchait. De temps en temps, je dirais 1 fois par semaine, on faisait un stop dans un camping payant. Pas très cher, mais pour pouvoir recharger nos téléphones et prendre une douche. C'est quand même un peu vital de temps en temps. Et moi, j'ai fait l'erreur. Je suis partie en voiture de Melbourne à Sydney en 1 journée parce que j'étais pressée d'arriver à Sydney pour un événement où je sais plus ce que je faisais. Mais du coup, je me suis pas du tout arrêtée sur la route. Alors que vous avez fait vraiment 1 mois entre Melbourne et Sydney. Je pense que c'est super beau. Il y a plein de super spots à voir que je n'ai pas vus. Mais
Est-ce que vous vous êtes arrêté beaucoup sur la route? Parce que 1 mois, ça paraît quand même énorme pour faire juste 10 heures de voiture, en fait, à la base. Vous avez vraiment profité, quoi. Ça paraît très très long quand on dit aux gens qu'on a mis 1 mois pour faire Melbourne-Sydney, ils comprennent pas ce qu'on a fait sur la route. Ça promet pour le Queensland, vous allez mettre 6 mois. Donc en fait, je pense que ce premier mois, ça nous a vraiment permis de nous ajuster, savoir ce qu'on cherche, à quelle vitesse on veut aller, combien d'heures on veut conduire par jour. En général, on passait en moyenne 2 nuits par campement et on roulait peut-être en moyenne 45 minutes en fait entre chaque campement. Donc finalement, c'est génial. On avançait très lentement, c'est ça. On avançait très lentement, mais on pouvait faire vraiment tout ce qu'on voulait. Enfin, on pouvait voir tout ce qu'on voulait voir sur la route. Donc ça, c'était vraiment chouette. Après, je pense qu'on va accélérer parce que c'est plus possible de continuer à ce rythme-là, sinon on va arriver dans le Queensland dans 1 an, comme tu dis. Donc vous avez passé ce mois-là tous les 7 non-stop en fait. Vous avez été dans tous les endroits tous ensemble, vous n'êtes jamais vraiment séparés. Puis vous êtes arrivé à Sydney du coup, c'était quoi, début mars? Vous êtes arrivé début mars à Sydney en mode début mars. On reste à Sydney pendant 3 semaines, 1 mois, gros max. C'est ça. Et là les langues se sont un peu déliées. Vous vous êtes rendu compte un peu chacun de votre côté que peut-être c'était pas idéal de voyager tous les 7, qu'il y avait eu quelques tensions éventuelles. Oui. Donc comment vous avez fait pour déjà vous regrouper tous, et puis parce que c'est ça qui m'a fait trop rire quand tu m'as raconté voilà, c'est un peu Secret Story en ce moment, on va tous se retrouver, on va se faire un duo de conversation pour se mettre d'accord si on continue le road trip ou pas. C'est ça. Donc voilà, le road trip va pas continuer comme il était prévu. Il y a des changements, donc comme tu l'as dit, juste pour clarifier, on voulait s'arrêter 3 semaines, 1 mois pour travailler à Sydney, parce qu'en fait l'argent part quand même assez vite sur la route. Ouais. Donc si on voulait profiter du reste, il fallait travailler un peu. Mais en fait, effectivement, je pense qu'on a tous, pendant le road trip, on s'est rendu compte que voyager à 7, c'était plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. On a tous pensé à certaines choses, des choses qui n'allaient pas. Et on a profité du stop à Sydney, effectivement, pour, je pense, tous se poser un petit peu, être un petit peu seuls, et puis faire le bilan tous ensemble. Donc, ce qui s'est passé, effectivement, c'est que le groupe se modifie un petit peu. Donc, on a une personne donc, qui était ma conductrice, mon amie Mélina, qui décide finalement de rester à Sydney. Donc, forcément, c'est pas évident quand on achète une voiture à 2 et qu'il y a une personne qui s'arrête. Il faut revendre la voiture. Et oui. Donc là, le but, effectivement, c'est de vendre la voiture à Sydney. Et ensuite, moi, je vais continuer le road trip avec donc les 5 autres personnes. Donc on sera 6 au final et pas 7. Et j'ai trouvé donc un autre conducteur, entre guillemets. Je vais me joindre à une autre voiture. Donc on va continuer à 6 et 3 voitures au lieu de 7 et 4 voitures. Donc oui, il y a eu des petites modifications. On a aussi pas mal discuté de l'ambiance générale, de comment on fonctionnait tous ensemble, parce que cette personnalité, on se rend pas compte, mais c'est très compliqué pour très compliqué pour toutes les décisions qu'on doit prendre, tout ce qu'on veut faire dans une journée. Il y a toujours des compromis en fait. C'est ça, on fait tous des compromis et ça fonctionne. Mais il y a des petites tensions qui se créent forcément au bout de plusieurs semaines, et donc on a mis les choses à plat et on va essayer maintenant de plus communiquer. Et je pense d'être un peu plus indépendant. Je pense que chaque groupe maintenant chaque duo pourra faire un petit peu ce qu'il souhaite dans la journée plutôt que d'essayer de rester tous les 6 ensemble en permanence, parce que c'est vraiment compliqué. Donc ça va être un peu le but là, dès que je vends la voiture, on repart. Et le but, c'est effectivement que ça se passe mieux, qu'on communique plus et qu'on soit un peu plus indépendant. Ouais, non, je m'inquiète pas trop pour ça. Mais je reviens un petit peu sur le road trip. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels ont été les avantages de voyager à 7 et les inconvénients? Bon, même si t'en as déjà un petit peu parlé avec les compromis à faire, mais qu'est-ce qui s'est passé aussi avec ta travel mate pour que vous en arriviez à ce point de se dire, on devait partir pendant 6 mois et puis finalement on arrête au bout d'1 mois, enfin... En 1 mois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, je vais quand même commencer par les avantages parce qu'il y en a beaucoup à partir en groupe. Moi, personnellement, déjà, j'ai pas le permis, mais je pense que j'aurais beaucoup moins apprécié mon voyage en partant seule. Donc déjà, évidemment, partir en groupe, c'est une façon de profiter, en fait, de tout ce qu'on voit en groupe. C'est différent. On partage, en fait, beaucoup de choses, toutes nos aventures, les magnifiques paysages qu'on voit, les rencontres qu'on fait, en fait, on les partage tous ensemble. Donc pour ça, c'est vraiment super. On se fait des souvenirs ensemble, on rigole beaucoup, il y a une super ambiance. Ça crée le lien, en tout cas. Ça crée des liens très forts. Au niveau du prix de tout ce qu'on achète, de tout l'équipement, de tous les campings, etc., on divise tout. Donc ça revient quand même moins cher pour la plupart des choses. Aussi, dès qu'on a un souci, parce qu'il y a quand même beaucoup de petits soucis qui... Oui, vous avez eu des soucis de voiture, notamment. Voilà. Forcément, quand on fait un road trip et qu'on fait des campings gratuits, il va se passer des choses, ça va pas être parfait du début à la fin. On a eu des soucis de voiture. À peu près chaque duo a eu son lot de galères. Oui,
son lot de galères, des soucis de voiture. Et en fait, quand on est tous ensemble, c'est quand même beaucoup plus facile, c'est moins stressant, on a les autres qui peuvent nous aider, on a d'autres voitures si on a besoin de conduire quelque part et que notre voiture fonctionne pas. Moi, pour l'anecdote, je pense qu'on a eu 3 problèmes de voiture avec la nôtre en un mois. C'était des petits soucis, mais quand même un stress. Mais 3 en un mois, ça fait quand même beaucoup. Mais 3, ça fait quand même beaucoup. Un petit souci de batterie. On a eu une durite qui a pété pendant le road trip. Je savais même pas l'expression, d'où l'expression péter une durite, mais je ne connaissais pas l'origine. Donc je vous laisse imaginer en plein parc national la durite qui explose, de l'essence absolument partout dans le moteur, qui coule partout sur le goudron, sur le sol, etc. Donc on s'arrête en catastrophe, on sait pas ce qui se passe, ça fuit de partout, il y a de l'essence partout. Et en fait, donc comme je disais, on a de la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un peu en voiture dans notre convoi, qui a pu nous expliquer d'où ça venait. Et on a réglé ça très rapidement, mais on a rencontré par exemple un Australien qui s'arrêtait sur la route en nous voyant arrêté sur le bas-côté, qui nous a aidés, qui a essayé de réparer notre souci avec un stylo. C'est même pas une blague, et ça a failli marcher. Bref, donc ça, c'est le genre de choses, genre d'anecdotes, on va s'en rappeler toute notre vie, et ça nous fait bien rigoler, même si sur le moment, c'est pas très drôle, mais de partager ça avec les autres, de 1, c'est rassurant, et de 2, c'est des souvenirs qui vont durer. On finit par en rire. Bon, ça en fait des soucis de voiture pour toi, la Marie, là, parce que même nous deux en novembre, on avait passé la journée dans un parc national du Victoria, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Le Wilson Promontory National Park. Ouais, c'était une catastrophe. La journée s'était super bien passée jusqu'à ce que, comme d'habitude, moi pour le coup, je suis assez connue pour pas anticiper, et je voyais la jauge de l'essence descendre, et je me suis dit mais c'est pas grave, ça va le faire, ça va tenir toute la journée. Et on a vu un wallaby, je crois, un petit wallaby. On s'est arrêté pour voir un wallaby au bord de la route. Ouais. C'est ça, en pleine côte. Je me suis arrêtée en pleine côte juste pour voir le wallaby, parce que c'était l'un des premiers que tu voyais en plus, il me semble. Donc je voulais trop, on a vu un wallaby ensemble. Grave erreur. Et là, la voiture n'a plus démarré, et ça a été 2 heures d'enfer à trouver des gens pour nous amener en stop à la première station d'essence, qui était quand même très très loin. Et donc, c'était pas loin du coucher du soleil, donc un peu l'angoisse. En plus, ouais. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que les histoires de voiture, sur le moment, c'est toujours un peu stressant, mais ça fait toujours des souvenirs, de bons souvenirs, on en rigole après. Je suis un peu maudite quand même, parce que du coup, ça en fait 4 en peut-être 4 mois, je crois. Ouais, c'est 4 problèmes de voiture en 4 mois. Tu m'inquiètes pour la suite. Faut peut-être que j'arrête. Peut-être que j'arrête. Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes surtout l'anecdote sur l'un de tes amis qui avait acheté la Jeep. Ah oui, ça c'est une super anecdote. Celle-ci, il faut quand même le faire, et puis c'est aussi un bon conseil pour les auditeurs. Prenez une assurance. Oui, alors, ils ont acheté une Jeep. De base, c'est pas une super idée. Après, voilà, aux auditeurs de voir ce qu'ils ont envie de faire. La Jeep, il y en a pas énormément en Australie. Donc, s'il y a un souci au cours de la route, vous pouvez être sûr de payer assez cher la réparation et d'attendre les pièces assez longtemps. Ah oui. Donc c'est pas le top comparé aux voitures. Donc moi, pour être claire, j'ai une Subaru, et il y en a tellement en Australie, c'est assez facile. Ouais. Donc eux, ce qui sont passés, c'est qu'après 10 jours de road trip à peine, même pas une semaine, leur radiateur lâche. Donc on se rend compte, il y a une énorme fuite sur le sol, le radiateur lâche. Pour la réparation, c'est cher, et il faut attendre la pièce. Donc je crois qu'ils ont payé $600 ou $700 pour réparer la pièce. Et surtout, pour pouvoir voir tout ça, on s'est rendu dans un garage au milieu de rien, dans une forêt, perdue. Donc au milieu d'arbres en fait. Et donc quand mon ami a voulu faire une marche arrière, une manœuvre pour pouvoir bien montrer le problème de radiateur au garagiste, il s'est tout simplement pris un arbre. Il a raté sa marche arrière, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est pris un arbre. Et donc il a embouti une partie de l'arrière de la Jeep. Et là, c'était très très cher, les réparations. Et le problème, c'est qu'il n'était pas assuré. Et ça, c'est vraiment la pire erreur, je pense, qu'on peut faire quand on est en road trip en Australie, de pas s'assurer, parce que va y avoir des soucis, en fait. Il va y avoir des soucis de voiture. Les animaux sur la route, ça peut être n'importe quoi, mais il va y avoir des soucis de voiture, donc il faut s'assurer. Oui, je le prends personnellement. Je dois le faire de toute urgence. T'es pas assurée ? Non, toujours pas. Bon là, elle est sur un parking, mais je sais, bon, je vais prendre une assurance quand je vais repartir en road trip aussi, parce que c'est vrai que tes histoires, ça me fait un peu peur. Ouais, franchement, c'est mieux. Bref, donc eux, ils sont bien dans la galère. Là, ils vont revendre leur voiture et en racheter une autre pour repartir. Mais ouais,
eux, c'était vraiment la journée de la loose et ça leur a coûté beaucoup d'argent. Donc, c'était pas très intelligent. Mais voilà. Bon, tu dis que ça crée des liens très forts, le road trip, et des fois c'est un peu des liens plus qu'amicaux. Comment ça s'est passé de voyager en fait avec cette personne et puis de se rendre compte qu'il y en avait un qui tapait un petit peu dans l'œil, quoi. Comment construire un début de relation dans un road trip avec cette personne? C'est pas simple. C'est pas évident. C'est comme je disais, ça crée des liens très forts. Le road trip, déjà des liens amicaux. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est des gens que j'ai rencontrés, il y a 2 mois. Et maintenant, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est des frères et sœurs. Je sais qu'on se verra en France, je sais qu'on se verra partout, aux Pays-Bas, dans les années qui vont venir. Donc ça, c'est top. Il n'y a pas eu que des liens amicaux dans mon cas. Donc il y a une des personnes du road trip, donc le fameux néerlandais, qui, en fait, on était très amis dès le départ. Et on s'est rendu compte tous les deux qu'il y avait un peu plus que de l'amitié derrière ça. La complexité, c'est que forcément, quand on est 7 personnes tout le temps ensemble, c'est pas évident. Très compliqué de trouver des moments à 2 pour, ne serait-ce, juste pour développer savoir ce qu'on ressent pour la personne. Et surtout quand on conduit et qu'on dort dans la même tente qu'une autre personne, en fait, c'est très compliqué d'être... Oui, on peut pas dire, bon, je vais faire un tour, je reviens demain matin. C'est ça. Je change de tente juste ce soir. Je ne dormirai pas là, je le prends pas mal. Après, c'est quand même propice, je vais pas mentir, un road trip, parce qu'on est quand même au bord de la mer quasiment en permanence, sous les étoiles, la nuit, le ciel incroyable, se baigner, c'est romantique par définition. Et comme je disais, au bout de 2 jours, on est très proches. Donc en fait, je pense qu'au bout de 2 semaines, on a décidé qu'on allait, qu'il y avait une relation amoureuse qui allait se mettre en place. Et aujourd'hui, le but c'est de continuer ensemble le plus longtemps possible sur le road trip, et peut-être même après le road trip finalement. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très positif finalement, qui s'est passé pendant ce road trip et qui va forcément influencer toute mon aventure en Australie. Donc oui, je conseille, je conseille les road trips à plusieurs. Ça rapproche. Si vous cherchez quelqu'un, ça marche pas mal. Et du coup, les inconvénients de ce road trip, qu'est-ce qui t'a fait un peu tiquer et te faire poser des questions sur est-ce que je continue ou pas, est-ce que je continue avec cette personne ou pas? Alors moi, je dirais qu'il y a des inconvénients qu'on peut retrouver à peu près pour tout le monde dans un road trip à plusieurs. C'est forcément le manque d'indépendance quand on est à plusieurs voitures et qu'on doit tous se mettre d'accord avant de faire avant de prendre la route, avant de prendre la moindre décision. Donc en fait, pour te donner un peu un aperçu, le matin, le temps que tout le monde prenne son petit déjeuner, qu'on fasse la vaisselle pour cette personne, qu'on se mette tous d'accord sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on a envie d'aller. En fait, la journée, elle est déjà bien avancée. C'est pas forcément facile de décider ce qu'on veut faire parce que tout le monde a des points de vue différents. Donc en général, il y a des gens qui se sacrifient un peu forcément parce qu'ils ont pas forcément envie de faire quelque chose et en fait, on va le faire. Ou inversement, pour dormir. C'est un peu délicat aussi. Forcément, dans les camps, il faut quand même un grand espace pour pouvoir garer 4 voitures, installer des tentes, installer les tables, etc. Donc on peut pas non plus aller n'importe où. Camping sauvage, c'est plus compliqué. Et après, moi, il y a eu des aspects, des inconvénients un peu plus personnels. Il y a des affinités qui se créent dans des groupes, forcément, à 7 notamment. Et moi, je pense que je me suis un petit peu éloignée de la personne avec qui je voyageais dans ma voiture. Il y a eu des petits soucis de relations. Des petites tensions, Ouais, des petites tensions, forcément, pendant le cours du road trip. On s'entend toujours très bien, mais quand on est seul avec quelqu'un, quand on conduit, on est dans la même voiture, on dort dans la même tente, on fait tout ensemble, tous les achats qu'on fait, c'est ensemble. Ensuite, on divise le prix par 2, donc dès qu'on fait des courses, n'importe quoi, c'est ensemble, à 2. En fait, au bout d'un mois, il y a des tensions, c'est sûr, c'est compliqué. Parfois, moi, personnellement, j'avais envie d'être plus indépendante. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui peut s'arranger dans un duo, on peut en discuter et décider qu'on a envie d'être un peu plus indépendant, même si on est dans la même voiture. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on n'avait pas fait dès le départ, et c'est un peu dommage parce que ça a fait qu'il y a eu des tensions. Et voilà. Et la personne donc avec qui je voyage avait en plus de ça envie finalement de rester dans une ville. Elle manquait un peu d'argent, le camping c'était pas forcément ce qui lui convenait.
Elle a réalisé en fait, et c'est important, c'est pour ça aussi que c'est pas mal qu'on ait pris notre temps, qu'elle préférait tout simplement ne pas être en pleine nature, mais être dans une ville. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent pendant un road trip, mais le mieux c'est de rebondir, et je pense nous on va repartir, du coup le groupe pourra changer, mais je pense que ça va mieux marcher comme ça. Donc c'est le mieux. Ouais, bah vous connaissez déjà, vous savez déjà un petit peu ce que ça a donné aussi ce mois de road trip et les choses à ne pas refaire. Exact, ouais. Est-ce que tu as quelques anecdotes un petit peu plus précises à raconter aux auditeurs pour qu'ils se fassent une idée du road trip à 7, comment ça peut être compliqué, enfin road trip à 7 ou même à plusieurs, sur peut-être des journées qui n'ont pas été très bonnes parce que vous avez pas réussi à vous mettre d'accord, à prendre des décisions ou... Ouais, j'en ai pas mal quand même des anecdotes. Je pense à une journée vers la fin où je saturais de tout personnellement. Il y avait aucune décision qui se prenait, il faisait pas beau, tout le monde était un peu assis sur sa chaise, il se passait rien, on n'arrivait pas à bouger, bref, je pouvais voir personne. Je me suis isolée genre 4 heures sur la plage, sur le sable. Je lisais mon bouquin toute seule et j'en avais marre de tout le monde. Après ça, c'est des choses qui arrivent, hein. Je pense à un souci qu'on avait qui était assez récurrent, c'est qu'il y avait certaines personnes de notre groupe qui avaient vraiment envie de passer tout leur temps dans les campements en pleine nature et de pas forcément s'arrêter en fait sur la route, et d'autres au contraire, donc moi y compris, qui avaient envie de faire plein de stops dans la journée. C'est pas grave si on arrive tard au campement, on se débrouille. Et donc en fait, pour nous, c'était ok de séparer tout simplement le groupe en deux. Certaines personnes arrivent au campement, d'autres profitent. Font ce qu'elles veulent en fait. Voilà, exactement. Et il y avait des tensions par rapport à ça parce que il y a certaines personnes qui comprenaient pas, qui avaient envie qu'on reste ensemble tout le temps. Donc il y a des moments comme ça où en fait ça s'ajuste pas forcément, et c'est un peu dommage. Parce que peut-être que sacrifice, c'est pas le bon terme, mais il y a des compromis qui sont parfois un peu frustrants pour certaines personnes. Ouais, tu t'empêches de faire ce que t'as vraiment envie, quoi. C'est ça, et parfois t'as l'impression de passer à côté de certains endroits pour faire plaisir aux personnes du groupe, donc c'est un peu dommage. Je pense aussi donc qu'il y avait notamment une personne dans notre groupe qui est un petit peu susceptible. Après ça, c'est les personnalités de chacun. Et qui aime bien prendre les décisions également, donc ça fait pas forcément bon ménage. Le cocktail explosif. Et donc forcément, souvent, parfois on le laissait un petit peu décider. Aussi, il faut des personnes qui décident dans un groupe. Et en fait, quand on n'était pas d'accord, il pouvait y avoir des tensions, même des disputes qui se créaient, ce qui est pas top. Pour une autre anecdote, donc le couple de Français qui était dans notre convoi, eux, ils avaient vraiment envie d'avancer un peu plus vite que nous, clairement, parce que leur visa se termine plus tôt. Oui, et puis ils sont pas comme vous, hein. Il me semble qu'ils ne veulent pas forcément travailler ou renouveler leur visa, donc c'est sûr que le rythme est différent. C'est ça, ils ont vraiment envie de profiter de l'Australie, ils restent plus très longtemps là, donc ils ont envie d'aller plus vite que nous. Et en fait, il y a une journée, on avait déjà passé quelques nuits dans un campement, on savait pas trop quoi faire pour la nuit d'après, parce que le parc national qu'on avait réservé était pas disponible avant une certaine date, et en fait, il y avait des jours au milieu où on savait pas où aller, donc pour nous, le mieux, c'était de rester dans le campement où on était, mais ça allait faire quand même 4-5 nuits. Nous, c'était ok pour nous, parce que c'était au bord de la mer, c'était sympa. Mais pour eux, c'était vraiment très frustrant. Et en fait, on a eu une conversation assez longue sur le sujet, où ils nous expliquaient qu'ils se sentaient frustrés, parfois un peu pris au piège, entre guillemets, parce qu'ils avaient du mal à dire ce qu'ils pensaient, et à dire qu'ils avaient envie de bouger. En plus des tensions forcément, entre les personnalités qui parfois matchent pas très bien. Il y avait aussi au quotidien le stress de savoir où on allait dormir le lendemain, ou même le soir même. Et c'est là que toutes les personnalités, forcément... se dévoilent. Se dévoilent. Il y a les personnes qui sont complètement stressées, paniquées, les personnes qui sont tranquilles et qui veulent aller dormir dans la nature. Et en général, c'est là qu'il y a des tensions qui peuvent se créer. Donc oui, on a eu des journées clairement où l'entente était pas idéale, on s'évitait, il y a des gens qui faisaient la gueule clairement pendant la journée, qui ouvraient pas la bouche. Ça arrive, c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu ressens un petit peu de stress sur ce nouveau road trip ? Est-ce que t'as un petit peu plus d'angoisse, ou non, au contraire, tu sais très bien que ça va bien se passer, parce que là, tu changes complètement de voiture, de coéquipier. Ouais. Donc, est-ce que ça te stresse un peu, ou t'es plutôt, t'as super hâte d'y retourner ? J'ai très hâte de continuer le road trip, ça c'est sûr. J'en ai un peu marre de la ville, moi c'est le contraire, par rapport à ma coéquipière, mon ancienne coéquipière. Mais forcément c'est un stress. Alors,
Sur beaucoup de points, en fait, maintenant, je connais toutes les personnes, donc je sais comment elles fonctionnent. Donc ça va être plus facile, on est rodé, on connaît les personnalités de chacun. Mais c'est aussi un stress parce qu'on a envie que ça marche, on a envie que ça fonctionne et que ça continue. Alors par exemple, nous, on n'est que des Français à part une personne, donc qui est néerlandaise. Et je sais que pour cette personne, ça n'a pas été facile tous les jours parce que même si... On connaît les Français, hein, quand ça commence à parler, ça ne s'arrête plus. C'est ça, même si on fait l'effort de parler anglais, y a toujours des moments où on va parler français, forcément. Ouais. La personne néerlandaise donc s'éloigne de quelques mètres, tout de suite on va passer au français, alors qu'elle peut encore nous entendre. Elle se sent exclue, quoi. Exactement, c'est pas facile. Et au-delà de la barrière de la langue, nous on partage une culture, je pense, qui est assez forte. Bien les sûr. Français, on a beaucoup de références en commun, on adore parler de notre pays, je crois. Donc je sais que cette personne, elle est pas sûre de continuer le road trip jusqu'au bout. Mais elle a envie de retenter quand même parce qu'on s'entend tous bien. On sait maintenant ce qu'elle ressent, donc on va essayer de mieux faire les choses pour que ça fonctionne mieux, d'être un peu moins franco-français et de peut-être rencontrer plus de monde sur la route. Ouais. Parce que ça, c'est aussi peut-être un inconvénient dont j'ai pas forcément parlé quand on est un groupe de 7. Ouais, vous avez tendance à, du coup, à vous satisfaire c'est ça. De on vous, est quand même beaucoup entre nous, forcément, je pense, assez naturellement. Et moins tourné vers les autres, parce qu'on a moins ce besoin de rencontrer des personnes, parce que c'est déjà beaucoup de personnes à gérer quand on est 7. Donc du coup, pour finir, t'as quelques conseils à donner aux auditeurs qui hésitent peut-être à franchir le pas de partir à plusieurs, 5, 6, 7, même à 2. Est-ce que t'as des conseils à leur donner sur comment faire pour que ça se passe bien, que ça se passe au mieux en tout cas? Ouais. Moi quand même, je préfère préciser de manière globale, je suis très contente d'être partie en groupe. Je trouve que c'est quand même la meilleure des façons. Après, tout dépend des personnalités. Il y a des personnes qui se sentent vraiment dépendantes des autres et ont l'impression de perdre leur temps en étant à plusieurs, ce que j'entends totalement. Mais si vous cherchez à créer des souvenirs vraiment forts en Australie et à créer des liens forts, le road trip, c'est top pour ça. C'est un peu basique ce que je vais dire, mais le soir, autour d'un feu de camp, se parler de nos vies, raconter des histoires, ça c'est vraiment un peu le rêve. On a l'impression d'être dans des films et c'est vraiment ce qui se passe. Je dirais que le meilleur conseil pour que ça se passe bien pendant le road trip, encore une fois, c'est un peu bateau, mais c'est de communiquer le plus possible. Si on garde des tensions cumulées pendant des jours, des semaines, ça va exploser et ça va faire péter une durite. Ça va clairement faire péter une durite. Donc le mieux, c'est de dire moi je me sens pas trop bien par rapport à ça. Est-ce qu'on peut essayer de le changer pour l'avenir? Et pour bien préparer son road trip à plusieurs, je pense qu'il faut quand même prendre un petit peu son temps au début, être sûr que les personnalités matchent, parce que c'est hyper important. Peut-être passer quelques semaines dans la même ville, à se voir souvent, peut-être dans le même hostel, voir si ça matche bien. Et essayer peut-être de se mettre d'accord aussi sur des grandes, des façons de fonctionner ensemble. C'est vraiment côtoyer des personnes 24 heures sur 24, faut bien avoir conscience de ça. Bon merci Marie en tout cas d'avoir pris un peu de ton temps à Sydney en ce jour pluvieux pour me raconter toutes tes galères de road trip, mais aussi les bons moments, parce qu'il y en a quand même beaucoup, on reste positif, on a envie de donner quand même envie aux gens de tenter l'expérience. C'est sûr. Bon j'espère pour toi que tu vas vite pouvoir vendre ta voiture, en tout cas pour pouvoir continuer ton road trip avec le reste de ton groupe, et puis que ça va bien se passer, qu'il y aura pas que des galères. Je croise les doigts et j'espère qu'on pourra se voir toutes les deux sur la route, peut-être dans le Queensland. Ouais, vraiment hâte d'aller dans le Queensland aussi, de faire un petit road trip et puis de fuir Sydney parce que là, ça n'arrête pas de flotter en ce moment. Alors on veut pas faire peur aux auditeurs qui pensent que l'Australie il fait toujours beau tout le temps, mais il faut se le dire, il pleut parfois, il pleut même beaucoup. Là cette semaine c'est toute la semaine, donc hâte d'aller dans le nord et puis de retrouver l'été. Allez, bonne route à toi en tout cas Marie et puis à bientôt. Merci beaucoup, à plus. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast du Guide des Backpackers dédié à l'Australie. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. À très vite!